Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, cette émission qui passe en revue l'actualité, sinon qui fait le point sur un sujet, sinon des sujets précis de l'actualité africaine. Eh bien, aujourd'hui, dans ce numéro de Regard sur l'Afrique, nous allons parler un peu de l'Afrique du Sud. Bien sûr, euh, depuis cette année, nous avons connu, sinon les mouvements de xénophobie qui ont repris en Afrique du Sud. Ça a pris de l'ampleur plus précisément le 30 juin avec le renvoi des migrants africains, surtout noirs. Eh bien, nous allons aborder ce sujet dans un premier temps et ensuite nous allons revenir sur le nouveau parti du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il en est véritablement de ce parti, les contours. Nous allons essayer de décrypter un peu le logo, le nom et tout ce qui tourne autour n'est-ce pas, de ce parti et de son symbolisme, nous allons dire. Eh bien, comme toujours, je suis avec le confrère Anissé, spécialiste des sujets africains. Alors, chers confrères, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Prudence. Merci de m'avoir convié encore une fois à cette émission que vous avez préparée. J'espère bien que nous allons échanger positivement et que ceux qui nous suivent pourront nous partager leurs avis et peut-être leurs divergences. C'est pas toujours évident d'évoquer ces sujets d'actualité qui des fois suscitent des polémiques, mais il faut tout de même qu'on ait le débat et c'est ça la démocratie. Justement. Merci beaucoup et c'est toujours un plaisir de vous avoir hebdomadairement dans cette émission pour discuter, pour partager notre avis, pour ne pas dire nos opinions sur les sujets euh, d'actualité africaine, bien sûr. Et donc, vous l'avez déjà dit, et je ne vais plus revenir sur ça, mais bon, disons-le, chers téléspectateurs, chers internautes, hein, vous qui nous suivez chaque jour, vous qui nous suivez sur cette plateforme l'élan africain, n'hésitez pas, l'élan africain TV, bien sûr, n'hésitez pas à partager avec nous votre avis et également euh, vos divergences. Pourquoi pas, là où nos points se rejoignent, faites-le nous savoir également. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous cette émission et à laisser un petit pouce. Surtout, abonnez-vous, vous qui nous découvrez pour la première fois sur cette plateforme. Eh bien, nous allons aborder le tout premier sujet de cette émission. Comme je l'annonçais, nous allons dans un premier temps parler de l'Afrique du Sud. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 30 juin ou même en début de cette année 2026, euh, des mouvements d'humeur, des mouvements de contestation de la population sud-africaine ont amené plusieurs pays africains à rapatrier, n'est-ce pas, à faire retourner dans le pays respectif des citoyens, leurs citoyens, voilà. Et donc tout ça a véritablement commencé depuis que les Sud-Africains ont commencé par dire que les étrangers viennent prendre leurs emplois, leur boulot et tout ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes en fin juillet, et disons plus d'un mois euh, que voilà, beaucoup de ressortissants africains ont quitté ce pays. Nous n'allons pas tous les citer. Il y a le Ghana, le Mozambique, le Nigeria et plein d'autres, la RDC également, plein d'autres pays ont fait rapatrier leurs ressortissants du pays. Et donc, après tous ces mouvements, disons-le, des milliers de migrants africains ont quitté ou sont en train de quitter, parce que c'est pas fini, sont en train de quitter l'Afrique du Sud sous la pression des violences, précisons-le, des rapatriements organisés ou de la peur. Concrètement, pour la toute première question, cher Anissé, que perd l'économie sud-africaine quand ces hommes et ces femmes partent du pays? Euh, Merci encore une fois, Prudence. Il faut encore une fois préciser le contexte dans lequel justement se sont déroulées ces violences inédites, Tout à puisque fait. les Sud-Africains se sont violemment pris
aux autres Africains ressortissants d'autres pays qui étaient en Afrique du Sud pour des raisons parfois économiques et des fois politiques, puisque également il y a des réfugiés politiques qui séjournent dans ce pays-là, l'Afrique du Sud, et qui, eux aussi, ont été victimes de ces violences xénophobes. Les Sud-Africains qui se sont rendus responsables de ces violences sont des gens parfois démunis, ça veut dire précaires, et qui pensent que s'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'il y a d'autres Africains qui viennent les prendre à leur place. Ça veut dire les gens qui viennent d'autres pays pour chercher une vie meilleure. Et si ils ont la possibilité de réussir, ils sont la risée des ressortissants sud-africains, des nationaux, qui leur reprochent d'avoir réussi à leur place. Et ça, justement, c'est ça le marrant. Je dis marrant, mais c'est pas du tout quelque chose dont il faut rire. Ouais. Il faut plutôt en pleurer. Puisque quand on va dans un autre pays, je rappelle que la migration est un mouvement naturel. Chacun peut quitter son pays, pour aller dans un autre pays à la recherche d'une vie meilleure. Et ça se passe dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde. Un Ghanéen quitte son pays pour aller au Nigeria. Un Gambien quitte son pays pour aller au Sénégal et vice-versa. Un Marocain quitte son pays pour aller en Algérie et vice-versa. En Afrique centrale, il y a beaucoup de déplacements. Des gens qui vont du Burundi, du Rwanda vers l'Ouganda, vers la Tanzanie, vers le Kenya, et des Kenyans qui vont en Ouganda, qui vont en Tanzanie et ailleurs. C'est tout à fait normal. Quand vous pensez que dans votre pays, ça ne marche pas, il est tout à fait normal et même conseillé d'aller voir ailleurs pour essayer d'améliorer la vie. Et donc, beaucoup d'Africains sont allés en Afrique du Sud, puisque bien évidemment, c'est la première économie africaine. Et les gens pensent, avec raison, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais même s'il y a, c'est la première économie africaine, il y a bien sûr des gens qui n'ont pas réussi. C'est normal. Aux États-Unis, il y a des précaires. En France, il y a des précaires. En Russie, en Chine et ailleurs, il y a des précaires. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Et ce sont ces gens-là qui pensent que s'ils souffrent, c'est à cause de ceux qui sont venus d'ailleurs. Et ça, c'est ça justement qui n'est pas compréhensible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est que c'est la méthode, les moyens qu'ils ont mis en place. Ça veut dire, vous nous avez pris notre richesse, comment est-ce qu'on va essayer de réparer cela? Ils ont choisi la violence aux yeux et aux vues de tout le monde, et surtout des forces de l'ordre et du gouvernement. Puisque cela ne vous a pas échappé, il y a beaucoup de gens qui pensent que le gouvernement affiche une sorte de complicité, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Les manifestations n'ont pas été suffisamment réprimées. Et donc, vous me posiez la question de savoir quelles sont les conséquences économiques. Avant les conséquences économiques, il y a d'abord eu des conséquences politiques, parce qu'on a vu qu'il y a le gouvernement qui ne protégeait pas assez les gens qui sont venus d'ailleurs, les ressortissants d'autres pays.
Et donc, ce sont des conséquences politiques. Peut-être qu'on va en parler. Vous avez vu qu'il y a le Parlement panafricain qui s'est réuni en Afrique du Sud et qui a condamné des violences. Mais c'est Oui, que peut-être l'Afrique du Sud s'est rendu finalement compte que les Africains commencent à lui tourner le dos. L'Afrique du Sud, beaucoup d'autres Africains commencent à tourner le dos à l'Afrique du Sud. Vous avez vu, il y a beaucoup de conséquences politiques et diplomatiques. Il y a au Nigeria, je crois, il y avait une commission mixte qui devait se réunir, qui, qui ne s'est pas réunie finalement parce que le Nigeria a jugé que ce n'était pas utile de se réunir avec les Sud-Africains qui s'en prennent à ses ressortissants, aux ressortissants nigériens. Ça, c'est un exemple. Vous avez parlé de beaucoup d'autres pays qui ont rapatrié leurs ressortissants. oui, Mais bien évidemment aussi, et c'est là la question que vous me posiez, bien évidemment, il y a aussi des conséquences économiques parce que parmi les gens qui ont été rapatriés, il y avait des gens qui avaient des emplois peut-être précaires, mais qui travaillaient dans l'industrie automobile, qui étaient manœuvres ici ou ailleurs, et ces gens-là sont partis. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas été remplacés par ceux-là même qui les menaçaient. Donc, la première conséquence économique, bien entendu, c'est le fait même de perdre de la main-d'œuvre. Des gens qui travaillaient pour l'industrie automobile, des gens qui occupaient des emplois parfois non souhaités, non voulus par les nationaux et qui sont pactés. Et on commence à comprendre évidemment que ces gens-là finalement étaient utiles. Il y avait également du commerce, du petit commerce qui était occupé par ces gens qui sont partis. Et normalement, justement, le commerce, le petit commerce, participe également à l'économie nationale. oui, Et donc, l'Afrique du Sud commence à voir qu'il y a non seulement des conséquences politiques, mais également des conséquences économiques. Et maintenant, la diplomatie agissante du pays commence à se mettre en œuvre pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait auparavant. Je pense que c'est un peu tard, mais pas peut-être de façon définitive, puisqu'il y aura des rencontres, il y aura des discussions. Maintenant, le problème est porté au niveau de l'Union africaine et j'espère qu'il y aura des conclusions positives et que l'Afrique du Sud se rendra finalement compte que ce qui a été fait n'était pas vraiment pas souhaité et que c'était condamnable, répréhensible et que le pays mettra tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. bien. Alors, le sujet voudrait qu'on aborde beaucoup plus le côté économique, sinon l'impact économique que ces départs-là auront sur le pays. Je parle bien sûr de l'Afrique du Sud. Mais si nous voudrons toucher un peu le côté politique, mis à part les tensions diplomatiques que cela a créé en interne même, peut-on dire que il y a eu des manipulations de la part du pouvoir en place, hein, et même quand on sait qu'il n'a pas une grande majorité au sein de l'Assemblée. Peut-on dire qu'il y a une manipulation de la part voilà, du pouvoir en place pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre un tant soit peu la population de son côté pour les prochaines échéances? Je n'irai pas jusqu'à accuser le gouvernement d'avoir participé ainsi petit soit peu à l'organisation de ces manifestations. Mais je pense qu'il y a des Mais gouvernements. on voit Cyril Ramaphosa saluer, bien tenir la main, on les voit tous toujours ensemble avec le leader de ce mouvement March and March. Oui, c'est ça. Euh, je pense
que le gouvernement n'a pas participé à l'organisation de ces manifestations, mais que certains gouvernants, peut-être aussi le président Cyril Ramaphosa, ont essayé de surfer sur cette manifestation, de surfer sur ce qui se passait pour des raisons électoralistes, c'est ce que vous évoquiez. Puisque bien évidemment, il y a des échéances électorales qui arrivent. Et vous savez que maintenant, en Afrique du Sud, il y a un gouvernement de coalition nationale composé par l'ANC, du président Cyril Ramaphosa, mais également du DA, l'Alliance démocratique, Alliance, qui est un parti politique des Afrikaners, ça veut dire de la minorité blanche. Et la minorité blanche, normalement, quand on essaie de voir l'histoire de l'Afrique du Sud, ne voit pas d'un bon œil le déplacement massif des populations noires dans le pays. Surtout quand on sait le traitement qui a été réservé aux ressortissants noirs de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. On comprend que les Afrikaners, je ne vais pas les taxer de racistes, mais ça y ressemble. Et donc, ça veut dire que la minorité blanche, qui fait partie de la coalition gouvernementale, essaie de voir comment le gouvernement va réagir dans le but, bien évidemment, des échéances électorales à venir. Ça veut dire, s'il y a une petite erreur du gouvernement, la minorité blanche va essayer d'exploiter cela pour essayer de vaincre ou de gagner les élections à venir à la place de l'ANC. Et c'est pour cela justement que vous voyez le président Cyril Ramaphosa essayer à s'afficher aux côtés de la personne qui est à la tête de cette organisation rocambolesque pour montrer qu'il n'est pas contre ces manifestations. Et c'est malheureux justement d'en arriver là. C'est pour cela justement il y a le côté politique ou disons politicien qui intervient dans cette manifestation, mais il y a également une façon de voir, de faire de la politique qui interroge. Et c'est pour cela que beaucoup d'autres chefs d'État africains, bien sûr, je parlais du Nigeria, je parlais du Ghana, des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a également le Mozambique et les pays de l'Afrique australe qui se sont insurgés contre cet état de fait. Et quand le gouvernement a réagi, quand le président Cyril Ramaphosa a condamné ce qui s'est passé, c'était un peu tard. Parce que tout le monde a vu que plus ou moins, il s'est senti proche de ces violentes manifestations en s'affichant, disons, à côté de cette personne qui est à la tête de l'organisation. Et tout cela, justement, c'est pour cela qu'on parle des conséquences économiques, mais également et surtout des conséquences politiques. Et ça va être très compliqué pour Cyril Ramaphosa de rattraper ce qui s'est passé. Justement, ça va être très difficile pour Cyril Ramaphosa de se rattraper, surtout sur le plan politique et diplomatique surtout. Alors, sur le plan maintenant économique, disons-le, les migrants occupaient avant tout ceci une grande part de l'économie informelle. Vous l'avez évoqué tantôt, vous parlez de petits commerces. Il y a également la construction, il y a la restauration également. Alors aujourd'hui, qui reprend ces activités après leur départ? Peut-être vous l'avez évoqué. Est-ce que ces Sud-Africains-là qui réclamaient leur départ, sont-ils vraiment prêts à exercer dans ces domaines que nous venons de citer tout à l'heure? Voilà, les petits commerces, la construction, la restauration.
Parce que c'était ça l'idée hein, qu'ils avaient au départ pour les renvoyer. C'était ça leur objectif. Les renvoyer pour prendre, n'est-ce pas? Parce que ce qu'ils leur reprochaient, n'est-ce pas, c'était le fait de venir prendre voilà, leurs emplois. Hmm. Maintenant qu'ils sont partis, est-ce que ces Sud-Africains-là sont véritablement prêts au vu de ce que vous voyez, au vu de l'actualité? Est-ce que sentez-vous qu'ils sont véritablement prêts à reprendre ces places-là, ces places laissées? Disons que les auteurs de ces violences commencent à se rendre compte de leur stupidité. Puisque bien évidemment, s'il y avait un petit commerce qui était fait par un ressortissant, disons, zambien ou mozambicain, et que maintenant il est parti avec ses fonds. Vous, qui vous êtes rendu responsable de ces violences, vous qui l'avez chassé justement de ce quartier, où il servait la population à leur distribuant, bien sûr, ce dont tout le monde avait besoin, vous n'avez pas la possibilité de le remplacer, puisque bien évidemment, vous n'avez pas de quoi investir. C'est là justement la stupidité. Lui, il est venu de Zambie, il est venu de Mozambique ou du Zimbabwe. Il a essayé de réunir quelques fonds pour fonder son petit commerce. Maintenant, vous le renvoyez dans son pays, il part avec ce qu'il avait comme fonds, comme liquidité. Ça veut dire vous n'avez rien pour essayer d'investir et le remplacer, et le remplacer. Et donc, les gens commencent à se rendre compte de leur stupidité, c'est ce que je voulais dire. Mais également, les choses ne sont pas automatiques. Ça ne veut pas dire que moi, qui étais manœuvre dans une industrie automobile quelque part, ou qui faisait un petit boulot ici ou ailleurs, ça ne veut pas dire que quand je pars, le patron va chercher celui qui a manifesté pour prendre mon emploi. Ça ne se passe pas comme cela. Et justement, j'espère, comme les gouvernants se sont rendus compte justement de ce qui se passait et qu'ils ils sont en train de se rattraper, d'essayer de mener une campagne diplomatique auprès des autres pays africains pour essayer euh, de redorer le blason, puisque l'image est bien sûr éternie. Les petits paysans également, ça veut dire le bas peuple sud-africain, le bas peuple noir. J'insiste là-dessus, parce que bien entendu, il n'y a pas. J'ai vu dans les fils des manifestants, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait pas d'Afrikaners. C'était des manifestants noirs qui s'en prenaient à d'autres noirs, pour la simple raison qu'ils venaient d'ailleurs. Et donc, ces gens-là, maintenant, commencent à voir que ce qu'ils ont fait ne leur a servi à rien. Puisque, bien entendu, l'emploi que j'occupais, moi, Zimbabwéen, quand je pars, vous ne le reprenez pas. Ça ne se passe pas comme cela. Mais ce qui est dommage, justement, c'est que le patron qui m'employait va perdre peut-être mes services pendant un certain temps. Puisque pour embaucher quelqu'un d'autre, il faudra bien entendu une certaine procédure. Et donc, c'est ça, les conséquences économiques auxquelles on est en train d'assister et les gens sont en train de se rendre compte que ce qui a été fait était mauvais et que ça n'a servi à rien. Et j'espère que ça va servir à donner son, non seulement au gouvernement de l'Afrique du Sud, mais également au peuple noir sud-africain qui a été induit en erreur par des activistes xénophobes.
Alors, votre dernière phrase, loin d'être une conclusion, n'est qu'une ouverture pour la poursuite de cette émission, bien évidemment. Alors, je rappelle que nous parlons bien évidemment de l'Afrique du Sud avec ses histoires de xénophobie ainsi que ses conséquences, surtout économiques, hein, sur le pays. Alors, dans votre propos, j'ai compris une expression, une phrase, un bout de phrase, je vais dire, ceux qui partent dans leur pays. Eh bien, ces ressortissants-là, ces ressortissants qui partent, bien évidemment, pour parler des Zimbabwéens, des Nigérians, des Ghanéens, des Congolais, pour ne citer que, dans quel état rentrent-ils chez eux? Et Euh, bon, pour rajouter peut-être, hein, et qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? c'est toujours compliqué, hein, Mhm. de quitter sa vie pour aller commencer une autre vie, et surtout quand on ne s'y est pas préparé. Vous voyez, même si on est immigré, même si on vit dans un pays étranger, quand on doit commencer une autre vie, c'est toujours très compliqué. Et donc, on doit mettre en place, on doit essayer de s'organiser toujours pour essayer de recommencer à zéro. Mhm. C'est compliqué, c'est toujours difficile. Quand vous quittez votre pays pour aller, disons, en Afrique du Sud, comme justement c'est le pays qui est concerné maintenant, ça veut dire, des fois, on a essayé de vendre ce qu'on avait dans son pays d'origine. On a essayé de prendre toutes ces économies pour aller commencer une vie ailleurs, en Afrique Ouais. du Sud. Et quand il y a ces violences qui surgissent, qu'est-ce qui se passe? Vous partez sans être préparé. Des fois, Mhm. vous n'avez pas le temps de retirer vos économies qui étaient dans un compte en banque. Vous n'avez pas la possibilité de vendre ce que vous avez pour essayer de trouver de quoi vous aider à rentrer chez vous. Donc, ça veut dire la majeure partie du temps, vous partez dans des conditions précaires. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a vu que des gouvernements comme le Nigeria, comme le Ghana, les gouvernements de ces pays-là ont essayé d'aider les ressortissants à rentrer, puisque des fois, ils n'ont pas les moyens de se payer un billet d'avion. C'est compliqué. D'autres Ouais. pays de la région, il fallait prendre des bus, affrétés par également des pays en question, des gouvernements. Et donc, ça veut dire, pour répondre directement à votre question, les gens normalement rentrent dans des conditions très difficiles, économiques et sociales. Des fois, j'en ai vu qui passaient 2 jours sans pouvoir manger. Alors que peut-être que là où ils étaient, ils pouvaient facilement se prendre en charge. Mais quand vous êtes obligé de partir sans y être préparé, des fois, justement, les conditions sont difficiles. Au vu de tout ce qui a été dit, et si nous voulons mettre un mot ou un nom sur voilà, ces sentiments, peut-on parler de honte, de soulagement ou peut-être de colère, par exemple? Euh, on peut dire que c'est de la colère, bien sûr. Ceux qui ont Mhm. été obligés de partir sont partis, bien entendu, en étant en colère. Mhm. Tout le monde est en colère. Ouais, ouais. Mettez-vous à Alors, leur place. Des mais gens qui juste, habitaient dans un quartier, qui avaient un petit commerce, qui entretenaient bien sa place, qui avaient des enfants qui allaient à l'école, qui ne souffraient de rien. Et puis, à un certain moment, un petit matin, il y a une horde de bandits, je peux dire, qui vient vous dire, dégagez de chez nous. Vous partez. Vous laissez tout derrière vous. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, vous partez sans aucune économie,
vous partez en demandant de l'aide à votre gouvernement d'origine parce que justement, on vous a tout pris. Donc, c'est de la colère, c'est de la frustration. C'est incompréhensible. Mais c'est également de la honte. Oui. D'abord, de la part du gouvernement sud-africain qui n'a pas su protéger les gens sur son territoire. Ça, on peut dire que c'est de la honte. C'est de la honte et c'est de la honte, bien évidemment, des organisateurs de ces violences qui n'ont pas su voir que la souffrance de certains Sud-Africains n'est pas forcément à imputer à ceux qui sont venus d'ailleurs. Puisque quand vous venez d'une autre région, d'un autre pays, vous venez pour participer à l'économie nationale, non pas pour prendre des emplois des autres. Et donc, c'est de la honte du gouvernement, c'est de la honte également des organisateurs de ces violences qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Voilà. Et que ce soit la honte, la colère, peu importe les sentiments, il va falloir condamner ces actes voilà, qui n'arrangent pas le vivre ensemble hein, que nous prenons, bien que nos gouvernants n'arrêtent pas de prôner tant. Et donc, il faut aussi le dire hein, dans les pays d'origine, hum, le Nigeria, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, euh, perdent, voilà, ces pays, il faut le dire, perdent des transferts d'argent qui faisaient vivre des familles entières. C'est une vérité indéniable. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur de cette perte pour ces économies qui, voilà, et qui va combler ce vide-là, par exemple. Surtout quand on sait que c'est difficile. Vous avez évoqué quand quelqu'un quitte son pays, c'est parce que, bon, peut-être que c'est difficile. Il part pour se chercher, trouver mieux ailleurs, sinon chercher mieux ailleurs. Et aujourd'hui, voilà la situation cette situation qui se présente. Et donc, quand on prend les pays comme le Nigeria, le Zimbabwe, le Mozambique, Malawi et tout, alors ces pays-là perdent des transferts d'argent qui faisaient vivre des familles tout entières. Maintenant, aujourd'hui, vu l'ampleur, quelle est l'ampleur de cette perte hein, pour ces économies? Parce que quelque part, euh, cet argent-là, bien ces transferts-là, contribuent également à l'économie de ces pays. Et maintenant, aujourd'hui, qui va combler ce vide? C'est la question justement qu'il faut se poser. Et il faut que les gens se rendent compte. C'est ce que je disais au début. Que quand on est vivant, on essaie d'améliorer ses conditions de vie. Donc, pour essayer d'améliorer ces conditions de vie, des fois, il va falloir aller voir ailleurs. Et je vois justement, surtout dans les pays européens et de l'Amérique du Nord, il y a des politiciens qui disent qu'ils veulent l'immigration zéro. Mm. Ils savent eux-mêmes que cela n'est pas possible. Puisqu'il y aura toujours des gens qui viendront de l'Afrique vers l'Europe. Il y aura toujours des gens qui viendront de l'Asie vers l'Amérique. Mais ce que les gens ne veulent pas voir, c'est qu'il y a également des mouvements inverses. Maintenant, il y a beaucoup de Portugais qui vont en Angola, Oui. puisque l'économie de l'Angola commence à dépasser l'économie portugaise, qui est l'ancienne puissance coloniale du pays. Il y a beaucoup de Portugais maintenant qui se rendent en Angola pour chercher une vie meilleure. Il y a beaucoup de Français qui vont en Côte d'Ivoire pour essayer de trouver une vie meilleure. Mm. Il y a beaucoup de Belges qui vont au Maroc, qui vont en Algérie pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Et personne ne va les blâmer pour cela. Personne ne va leur en vouloir. C'est normal. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je condamne des gens qui souffrent dans leur village d'origine et qui ne savent pas du tout d'aller chercher ailleurs. Il suffit des fois de se déplacer de 5 ou 10 kilomètres
pour essayer de trouver d'autres opportunités que vous n'aviez pas chez vous. Et l'homme a toujours agi comme cela depuis les origines. Et donc, quand je vois les gens qui condamnent l'immigration, qui font de l'immigration leur fonds de commerce, moi, ça m'énerve beaucoup, puisque l'immigration est un mouvement naturel. Et je condamne plutôt les gens qui ne font pas assez d'efforts pour aller ailleurs en vue d'améliorer les conditions de vie. Vous pouvez naître à Marseille et trouver votre bonheur à Tunis ou à Alger. Personne ne vous blâmera pour cela. C'est tout à fait normal. Et c'est pour cela justement que pour ce qui s'est passé en Afrique du Sud, d'abord c'est condamnable juridiquement, politiquement, mais c'est également une honte pour le peuple africain, puisque l'Afrique a beaucoup de gens qui émigrent vers d'autres horizons. Alors quand on essaie de voir un pays frère à côté, et on subit de telles violences, que c'est à n'y rien comprendre. Voilà. Le Zimbabwe aujourd'hui était très dépendant, hein, de sa diaspora en Afrique du Sud. Pensez-vous que c'est une évidence que ce retour forcé de cette diaspora déstabilise davantage un pays déjà fragilisé? Est-ce une évidence selon vous? Non, non, puisque justement, cela, c'est des événements auxquels on ne s'était pas préparé. Ça veut dire qu'il faut faire face à une situation, disons, euh, qui vient comme cela. Personne n'avait pensé l'année dernière, même si ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais personne n'avait pensé qu'il y aurait de tels mouvements qui obligeraient les Zimbabwéens à quitter l'Afrique du Sud. Donc, on va essayer de faire face à cette situation, mais de façon, disons, opportune. On va essayer de trouver des solutions. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que maintenant, comme nous le disions, l'Afrique du Sud commence à se rendre compte que ce qui a été fait n'était pas bien, était condamnable juridiquement et politiquement. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis alors, les Zimbabwéens qui le pourront, peut-être pourront retourner en Afrique du Sud, sinon ils pourront se organiser dans leur pays d'origine. Mais on ne peut pas stopper un mouvement d'immigration comme ça. Si on était bien en Afrique du Sud et que cela redevienne normal et on a des garanties de sécurité, les gens pourront retourner là-bas. Et je pense que l'Afrique du Sud commence à se rendre compte peut-être que s'il était possible, l'Afrique du Sud demanderait à ceux qui sont partis de revenir. D'abord parce qu'il y a justement ces conséquences économiques auxquelles vous faisiez allusion, mais également parce que justement il y a une image politique qui a été ternie définitivement. Pour que cela rentre dans l'ordre, il faudrait que les gens reviennent et que le gouvernement sud-africain essaie de montrer maintenant que tous ceux qui sont revenus sont protégés. Ce sera dans la communication peut-être politique, mais ce sera également dans l'intérêt de ceux qui seront revenus. J'espère que cela va se faire. Vous savez, il y a une crise politique. Il y a eu une crise politique en 2004, je crois, en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'en était pris violemment aux Français qui étaient dans le pays. Et c'était sous le régime de Laurent Gbagbo, je me souviens. Oui, il y a beaucoup de Français qui étaient chefs d'entreprise et qui avaient tout en Côte d'Ivoire, qui ont dû rentrer en France. Et quand ils sont rentrés en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été pris en charge comme des démunis. Alors que c'était des gens normalement qui avaient tout.
tout ce qu'il fallait, des chefs d'entreprise qui avaient des châteaux, qui avaient... Mais ils ont été pris en charge, j'en suis témoin, ils ont été pris en charge comme des gens, justement, des précaires, ce qu'ils étaient, bien entendu. Et vous savez, quand la crise ne s'est pas terminée comme cela, mais les deux gouvernements se sont mis d'accord pour essayer de faire rentrer les choses dans l'ordre. Les gens pensaient que les Français qui étaient en Côte d'Ivoire allaient rester en France, et justement, puisqu'ils avaient été l'objet des violences, des invectives, des... ils avaient vraiment été malmenés. Oui. Mais 90% de ceux qui étaient venus en France sont retournés en Côte d'Ivoire, puisqu'il y avait des intérêts à sauver. Et je pense que si l'Afrique du Sud, justement, retrouve ses esprits, il y a beaucoup d'Africains qui ont été chassés de leurs emplois, de leur commerce, vont également retourner là-bas. Des fois, on a des habitudes, on a des amis, on a des habitudes là-bas. On ne peut pas, il n'est pas y retourner tout simplement pour des raisons xénophobes. Puisqu'il est xénophobe, ceux qui ont fait ces manifestations violentes, normalement, ce sont des gens, des extrémistes qui viennent d'un peu partout, qui ne viennent pas forcément de votre quartier. Ce qui veut dire que vous pouvez y retourner et vivre un peu comme vous étiez avant. Alors, la dernière question pour quitter ce sujet. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous avons vu des gouvernements, sinon des gouvernants des États organiser le départ de leurs ressortissants. Qu'en est-il réellement pour ceux qui n'ont nulle part où aller? Dans quelle situation peut-on dire qu'ils vivent aujourd'hui? C'est une très bonne question. On sait qu'il y a des gens qui sont morts. Cela, on n'en parlait pas souvent, mais il y a eu des morts. Et des fois, les corps ont été rapatriés par leur pays d'origine. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer, qui le souhaitaient. Ils voulaient retourner chez eux, mais qui ne l'ont pas pu pour des raisons de moyens. Vous avez vu des gens qui dormaient dans des consulats, ça veut dire les représentations diplomatiques de leur pays qui allaient dormir là-bas. Mais je pense également qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu partir, qui se sont cachées chez les voisins. Il y en a forcément. Et qui attendent tout simplement que les choses se calment pour qu'ils reprennent leur vie normale. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde est parti. Cela ne serait pas vrai. Mais ceux qui sont restés, ils sont à classer dans des catégories variantes. Puisqu'il y en a qui n'ont pas voulu partir, il y en a qui sont restés chez des amis, il y en a peut-être également qui n'ont pas été inquiétés. Il y a des gens, des Mozambicains, des Zimbabwéens, des Zambiens, qui, pour des raisons diverses et variées, ont pu être protégés par des voisins. C'est possible également. Mais ceux qui pouvaient partir et qui n'en ont pas été capables, justement, devraient normalement être protégés par les autorités sud-africaines. Et ceux qui ne sont pas morts, j'espère, et maintenant ils sont protégés puisque, comme nous le disions, l'Afrique du Sud commence à se rendre compte que ce qui s'est passé n'était pas normal, que ces violences, normalement, n'étaient pas du tout justifiées et que le manque de réaction positive de la part du gouvernement n'est pas du tout non plus normal. Et j'ose espérer justement que ces gens-là qui ne sont pas partis peuvent maintenant vivre
en paix, protégés et par les voisins et par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est notre souhait, c'est le souhait de tous. Bien, nous venons d'aborder le premier sujet qui était consacré à la situation de l'Afrique du Sud. Eh bien, parlant de l'Afrique du Sud, qui est un État qui se cherche une identité depuis 30 ans et qui tourne parfois cette incertitude contre ses voisins, si on peut se le permettre. Pendant ce temps, au Sénégal, c'est un président qui, lui, est en train de se construire, sinon de construire la sienne. Je veux bien sûr parler de son identité et il vient de se doter d'un symbole pour ça. Il s'agit d'un parti avec un parapluie comme logo. Alors, chers confrères, le samedi 25 juillet 2026 de cette année, bien sûr, Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a lancé officiellement son parti politique qui raille les patriotes républicains. Le nom évocateur. Eh bien, la cérémonie avait réuni plusieurs centaines de militants. Et d'abord, le nom qui raille est un mot wolof qui signifie ce qui protège ou tout simplement bouclier. Ce choix lexical est délibéré. Il positionne le parti comme un rempart pour la République, la nation, les institutions. Le logo matérialise, n'est-ce pas, ce choix, un parapluie rouge surmontant une carte du Sénégal tenue par un point bleu, le tout encadré d'une couronne de laurier. Eh bien, disons-le, c'est la coalition de plus de 437 partis et mouvements qui avait permis, n'est-ce pas, à la victoire de 2024, se transforme en parti structuré aujourd'hui avec ambition de devenir la maison politique de la mouvance présidentielle. Alors, euh, pour parler, n'est-ce pas, de ce parti. D'abord, commençons par le nom qui raille, ce qui protège en Wolof ou voilà bouclier. Pourquoi, selon vous, ce mot et ce choix de langue nationale plutôt que d'un nom français ou anglophone, comme c'est souvent le cas pour les partis sénégalais? Bon, l'appellation principale, effectivement, est en Wolof, Iraï, mais c'est accompagné également d'autres mots français. Le Expression slogan, française, oui. voilà, Oui. les patriotes républicains. Mm-hmm. Et puis comme slogan, la patrie d'abord. Ouais. Ce qui a été d'ailleurs reproché au président Bassirou Diomaye Faye comme si c'était une sorte de plagiat, puisqu'il y a un autre parti africain qui utilise ce slogan, la patrie d'abord, au Burkina Faso, je pense. Oui. Mais ce que a voulu faire, je crois, Bassirou Diomaye Faye et ses amis, c'était de montrer que ils étaient au-dessus de la mêlée. C'est ce que j'ai compris quand j'ai vu l'intervention du président sénégalais à cette occasion justement de lancement de cette nouvelle formation politique. Il disait que le parti est appelé à être un parti majoritaire. Ça m'a fait d'ailleurs un peu sourire parce que pour qu'un parti soit majoritaire, il faut d'abord des élections. Pour qu'on puisse voir s'il est précipité par les électeurs. Ça veut dire le peuple sénégalais. Mais ils ont choisi ce mot tirail, bouclier, ce qui protège. Oui. Comme pour dire, nous ne sommes pas comme tous les autres, nous sommes là pour vous protéger. Et d'ailleurs, cela renvoie à cette... vous savez qu'il y avait une loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale et dirigée par Ousmane Sonko, la révision constitutionnelle. L'une des dispositions
voté était que le président n'était pas autorisé, le chef de l'État n'était pas autorisé à être président d'un parti politique. Et voilà maintenant que Bassirou Diomaye Faye devient président de son nouveau parti qui s'appelle Kiraï, les Patriotes républicains. Ce qui veut dire qu'il voulait montrer à Ousmane Sonko, son ami, son rival, qu'il pouvait également diriger un parti politique comme lui, il est président de PASTEF. En d'autres termes, c'est le bras de fer entre les deux hommes qui continue. Oui. Vous avez votre propre parti politique. Maintenant, j'ai le mien. Et d'ailleurs, il lui a lancé des fuites. Peut-être de façon indirecte. Mais il lui a dit, il y a maintenant des choses qui étaient tolérées qui ne le seront plus. Ça veut dire que c'est le bras de fer justement qui continue. Mais Kiraï, justement, puisque vous avez choisi de parler du nom de l'appellation, c'est que le président se place justement dans cette position de vouloir protéger tous les Sénégalais. C'est ce qu'il a dit, tous les Sénégalais. Est-ce qu'il va y arriver? C'est ça la question qu'il faut se poser. Avec l'opposition qui est là, la position d'ailleurs violente de la part du PASTEF surtout. Il y a une opposition violente qui tire à boulet rouge sur le président de la République. Vous suivez les réseaux sociaux comme moi, je vois les termes qui sont utilisés, les invectives, qui disent que le président est un traître, qu'il a trahi Ousmane Sonko et des choses comme cela. Et qu'ils disent justement que son nouveau parti ne peut qu'être un parti de traîtres. Est-ce qu'avec ces gens-là en face, il va réussir à faire de son parti un parti qui protège tous les Sénégalais? J'en doute fort. Quoi qu'il en soit, comme on parlait de son nouveau parti politique et du bras de fer qui oppose les deux hommes, il faut dire que maintenant, c'est la bataille qui commence. La guerre ne fait que commencer. Ça veut dire, maintenant, il y avait Ousmane Sonko avec son parti très majoritaire, très populaire d'ailleurs. Lui-même est très populaire, Ousmane Sonko. Mais il y a maintenant un autre cadre qui émerge. Ça veut dire des gens qui sont prêts à donner des coups aussi à la partie en face. Comment est-ce que cela va se dérouler après? On le verra. Mais dans tous les cas maintenant, il y a des zones sur le ring et le match ne fait que commencer. Oui, eh bien le match ne fait que commencer. Au-delà du nom qui est en Wolof, certes c'est la langue la plus parlée au Sénégal, mais pas la langue officielle. Peut-on dire que c'est un signal identitaire adressé à une base populaire précise, ce choix, sinon cette stratégie qui se veut politique de Diomaye? Ça peut être une stratégie également de s'adresser aux locuteurs de cette langue. Oui. C'est possible. Ça veut dire, nous sommes là, nous allons vous protéger. Je pense que même si le Wolof est une langue du Sénégal, mais c'est peut-être la langue la plus majoritaire. C'est ça. Ça veut dire donc qu'il s'adresse à la majorité du pays, linguistique. Oui. Mais vous avez vu également justement que cela renvoie à une certaine recomposition de l'échiquier politique. Oui. Puisque il y a maintenant, nous en avons parlé lorsque le président a reçu son prédécesseur Macky Sall dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Nous avons dit que le président Macky Sall
peut-être peut être un contributeur important à la nouvelle formation politique de Bassirou Diomaye Faye. Et Ouais. je pense que c'est ce qui va se passer. C'est la recomposition de l'échiquier politique du pays. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a le président Macky Sall, en échange justement du soutien du président à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Lui aussi va mobiliser ce soutien, et il y en a beaucoup. Il va mobiliser ce soutien pour qu'ils apportent leur appui à la nouvelle formation politique. Et donc, une partie du PASTEF, parce que vous avez vu, il y a des gens du PASTEF qui démissionnent, qui quittent Ousmane Sonko pour se rallier à Bassirou Diomaye Faye. Une partie du PASTEF qui maintenant va se mettre ensemble avec une partie des partisans de Macky Sall, ça va faire quand même une force politique importante. Et pas des moindres, bien évidemment. Ouais. Alors, en plus du nom, il y a également le logo, un parapluie rouge, une carte du Sénégal, un point bleu, une couronne de levier. Politiquement, qu'est-ce que chacun de ces éléments-là dit? Et à qui ce visuel s'adresse-t-il? Non, non, ça rejoint le nom Kira, bouclier, ce qui protège. Et maintenant, il y a un parapluie qui est là, qui protège le Sénégal. La carte est justement tout le Sénégal contre la pluie. Donc, c'est une sorte de métaphore, tout simplement pour montrer que si la pluie tombe, je vous protège. Mais peut-être qu'il pouvait également dire, s'il y a trop de soleil, je vous protège. Ça veut dire tout simplement, ce parti est là pour protéger le Sénégal contre tous les dangers. C'est ce qu'il voulait dire. Bien évidemment, tous ces détracteurs vous diront autre chose, mais eux, dans leur communication, c'est ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'est un parti qui est là pour protéger tout le Sénégal, tous les Sénégalais sans exception. Oui, ça peut paraître, comment dire, euh, déjà nous voyons le parapluie hein, qui est comme symbole de protection. Là, c'est cohérent avec le nom Kiraï, protection, bouclier. Euh, non seulement un parapluie, ça protège aussi du soleil, et disons-le, et ça abrite hein, en cas d'orage. Maintenant, est-ce un symbole de rassemblement ou de défense, puisqu'il y a également le point, même si c'est pas un coup de poing pour, comme dans le sens d'un bagarre ou bien pour, voilà, donner un coup de poing à quelqu'un, mais au-delà du rassemblement, du côté protecteur, bon, est-ce qu'on doit voir ce symbole-là? Voilà la question même. Est-ce que c'est un symbole de rassemblement ou juste de défense? C'est le message que les concepteurs de ce parti ont voulu adresser à tous les Sénégalais. C'est que tout simplement, c'était un symbole de rassemblement, puisqu'ils disent nous allons protéger tous les Sénégalais, sans exception. Bien entendu, nous savons que ce ne sera pas possible puisqu'il y a l'opposition qui est là. Mais vous pouvez être dans l'opposition et le voir autrement. Ça veut dire, si vous êtes du côté du PASTEF, et d'ailleurs j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux dans ce sens, vous dire justement, c'est pour essayer de vous protéger, ça veut dire essayer de vous mettre en opposition contre les pics peut-être de l'opposition. Oui. Il y a des gens qui attaquent beaucoup le président sénégalais. Et donc, quand vous êtes dans l'opposition, vous dites, puisqu'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous disent que vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour le pays, peut-être que c'est pour vous protéger contre toutes ces attaques que vous faites cela, vous avez créé ce symbole. Mais je pense que le message principal, bien sûr, était pour dire Kira est là pour protéger le Sénégal et tous les Sénégalais sans exception. D'ailleurs, le président a dit qu'il est au-dessus de la mêlée. Ce que je n'ai pas compris d'ailleurs, puisque comme je le disais tout à l'heure,
pour savoir si vous êtes au-dessus de la mêlée. D'abord, il fallait ne pas être le président du parti. Mais là, bien sûr, avoir la situation politique actuelle au Sénégal, ne pouvait pas ne pas être président, puisqu'il fallait d'abord, puisqu'en face, il y a Ousmane Sonko qui est la personne importante du PASTEF. D'ailleurs, le PASTEF, on dit que c'est une structure et un parti personnifié d'Ousmane Sonko, et donc, Bassirou Diomaye Faye, il fallait au moins, dans un premier temps, qu'il s'identifie à cette nouvelle formation politique pour que les gens sachent que c'est son parti. Il aurait pu confier la présidence à Aminata Touré, ça pouvait être possible. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, s'il m'avait demandé conseil, j'aurais pu lui dire, confier la présidence à quelqu'un d'autre. Mais je pense Ouais. que pour lui, dans son raisonnement, il a dit, il faut d'abord, dans un premier temps, que les gens comprennent que c'est mon parti politique, que c'est le parti présidentiel. Peut-être que dans quelques temps, il va faire élire un autre président ou une autre présidente. Mais ce qu'il voulait dire, tout simplement, c'était adresser d'abord un message à son rival, Ousmane Sonko, tu as un parti, j'ai un autre parti. Maintenant, si tu veux rivaliser avec moi, je suis là.